Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ouais, donc, je vous propose qu'on commence la séance de cette 7e année du séminaire. Je vais immédiatement passer la parole à Jean Salem, non pas comme intervenant, mais comme co-organisateur de ce séminaire. Et je voulais simplement préciser avant ça que le programme de cette année, dont on vous dira deux mots tout à l'heure, est donc disponible sur notre site et nous allons préciser un peu la chose dans un instant. Bien. Merci à tous pour votre présence, votre patience et merci Isabelle Garot. Avant de dire dans 5 minutes que je suis très ému et que je remercie les organisateurs de m'avoir invité dans ce prestigieux séminaire, je parle aux étudiants qui viennent ici afin de valider, c'est le mot fatal, un séminaire de master 2e année. Ce séminaire étant ouvert à tous les vrais gens, à tout le monde, à beaucoup de disciplines, sciences politiques, économie, histoire, philosophie et beaucoup d'autres, syndicalistes et vrais gens, je le répète, mais en priorité, il fait partie du master 2 d'histoire de la philosophie, département de philosophie, Paris 1, etc. Alors, je demande un mini-mémoire pour continuer à parler jargon, d'une 10, 12, quinzaine de pages, quinzaine. Vous en avez 50 à remplir avant fin décembre, c'est pourquoi je n'exige pas plus. J'exige une seule chose qui n'est pas toujours respectée par les touristes qui ne sont sans doute pas encore présents aujourd'hui, c'est qu'on convienne avec moi du sujet. C'est tout. C'est tout, c'est tout. On en reparlera. Je suis disponible après les séances et puis à mon heure de réception, le jeudi de 11 à 12, pour parler éventuellement de ce qui vous agite au sujet de cet un parmi les nombreux petits travaux que vous aurez à remettre, en plus du mémoire, grand mémoire, qui vous occupera toute l'année, si vous êtes bien en Master 2 d'Histoire de la philosophie. Merci. Je reprends la parole brièvement pour dire quelques mots de l'esprit du séminaire, l'esprit maintenu, on va dire, du séminaire depuis 7 ans. La première chose à préciser, c'est que c'est une organisation collective. Tout le monde n'est pas présent, mais tout le monde, c'est-à-dire une dizaine de personnes, travaille ardemment à l'organisation du séminaire, au choix, à la sélection des interventions, à l'organisation du site, à l'envoi des courriels pour les invitations et les convocations, etc. Donc c'est un travail qui reste depuis le début collectif. La deuxième remarque que je voulais faire, Jean Salem vient de le dire, c'est un séminaire qui est un peu particulier car il est intégré à l'université et à l'enseignement de philosophie à Paris 1, et par ailleurs c'est aussi un séminaire qu'on peut qualifier de non académique puisqu'il est ouvert à tous ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas un public habituel de la Sorbonne et qui sont absolument les bienvenus dans ce cadre en même temps que les étudiants ou les enseignants qui peuvent assister à nos séances. Je crois que c'est important de le souligner parce que c'est aussi l'esprit du séminaire qui en découle. C'est un lieu de débat, de confrontation, de discussion. On ne conçoit pas ça comme une série de cours, même si bien évidemment les interventions sont faites par des spécialistes qui ont à apporter des connaissances et à faire part de leurs travaux de recherche. Mais il s'agit aussi d'un lieu de débat et c'est pour ça que les séances sont divisées en deux, avec une large partie consacrée à la discussion et au débat avec vous. La dernière chose d'ailleurs que je voulais dire, c'est que le séminaire se veut un lieu de recherche vivante et de recherche sur le terrain du marxisme. Cet ancrage du côté du marxisme aujourd'hui est un peu moins surprenant, disons, moins incongru qu'il y a quelques années. Pour autant, ce n'est pas du tout quelque chose qui est devenu commun. La place du marxisme et des recherches sur Marx est en proportion congrue dans l'édition, à l'université, d'une façon générale. Nous bagarrons sur ces questions-là. Nous essayons de faire place à une recherche qui sont une recherche ouverte, qui sont une recherche vivante, qui sont une recherche liée à une confrontation aussi, avec une dimension politique. Là, c'est important de signaler que, pour autant, il n'y a aucune étiquette politique à strictement parler concernant ce séminaire. Nous avons des points de vue les uns et les autres fort différents en la matière. Mais c'est vrai qu'à la différence de ce que peut être un séminaire académique, ce séminaire sur Marx au XXIe siècle présente ce souci politique et cette préoccupation
pour une forme de réflexion qui n'a jamais été, qui n'est toujours pas coupée de formes de pratique, de formes de lutte, de formes de réflexion sur les questions politiques et sur ce qu'on peut penser comme un au-delà du capitalisme. Dernière chose, les informations. Donc, j'ai indiqué derrière les 2 sites sur lesquels vous pouvez trouver à la fois les programmes, les textes. Alors, on ne les a pas toujours, de la part des auteurs, on les demande nous systématiquement, on ne les a pas toujours, mais le site du séminaire est maintenant un lieu où les archives sont très nombreuses. Et vous avez accès librement à plusieurs centaines de documents en accès libre. Le site du CHSPM, du Centre de recherche sur l'histoire des systèmes de pensée moderne, est également un site de ressources avec la possibilité de visionner les vidéos du séminaire qui sont disponibles maintenant rapidement après chaque séance. Voilà, dernière petite chose sur le travail sur Marx et autour du marxisme. Je crois que c'est important de signaler que notre travail maintenant est associé à un travail éditorial. Donc vous avez des extraits sur la table qui est à côté de moi, des travaux qui sont faits, qui sont publiés grâce à des petits éditeurs courageux et tenaces. Et ce partenariat dont on redira quelques mots d'ailleurs est destiné à s'amplifier dans les temps qui viennent. Ça fait aussi partie des soucis de l'équipe de ce séminaire. Je passe la parole à Jean Ponche pour la présentation de l'année. Et rapidement sur le programme de l'année, donc vous l'aurez compris, il se situe dans une optique résolument pluridisciplinaire, et en ce qui concerne les différentes séances, vous aurez à la fois des séances, on va dire, plus directement consacrées à la période de Marx, au texte de Marx directement et d'Engels, et en même temps toute une série de séances sur les traditions, on va dire, ultérieures d'interprétation des différents marxismes. Et on essaye, d'ailleurs ça a été dit par Isabelle préalablement, de rendre compte, évidemment, alors sur les tables des publications récentes, mais aussi de faire intervenir des gens qui ont récemment travaillé soit sur Marx en tant que tel, soit sur une tradition marxiste du 19e et 20e siècle. Donc on essaye d'opter pour cette articulation-là. Vous avez vu aussi, pour ceux qui ont vu le programme, je vais le rappeler rapidement après, qu'il y a aussi un certain nombre de séances plus tournées vers l'actualité, y compris des gens qui travaillent en géographie, sur la gentrification, sur les concepts de classe sociale aujourd'hui, en sociologie notamment. Donc c'est tout cet ensemble-là que l'on essaiera de présenter, y compris avec des choses parfois plus érudites que d'autres sur certains points d'histoire. Il y aura une séance notamment autour de l'historiographie récente de l'internationale communiste et de la façon dont les références marxistes y étaient présentes, bien d'autres aussi séances historiques. Très rapidement, je vous donne le programme du premier semestre, donc que vous pourrez consulter en ligne. Je vous donne simplement les séances. Donc aujourd'hui, Jean Salm sur Marx et le matérialisme antique. Le 15 octobre, vous aurez Michael Levy sur le rapport entre romantisme et marxisme. Le 22 octobre, une séance consacrée à Jean-Paul Sartre autour de 2 ouvrages récents, justement, que vous trouverez ici. Donc, un ouvrage de Ian Birchall, donc une traduction d'un historien britannique sur Sartre et l'extrême gauche, avec aussi Emmanuel Barrault, qui a récemment publié un collectif sur Sartre et le marxisme. Ensuite, Benjamin Coria sur la crise de la pensée propriétaire et le retour des communs, le 29 octobre. Michael Barra, le 6 novembre, un Moyen-Orient en reconstruction sur les révolutions arabes, donc plus tourné vers l'actualité. Anne Clerval, le 12 novembre 2011, donc j'y faisais référence préalablement, sur la gentrification et lutte des classes dans l'espace urbain, point d'interrogation. Le 20 novembre 2011, donc Serge Volikov, sur les discussions sur le marxisme dans l'internationale communiste de 19 à 43. Le 26 novembre, Karel Lyon, la démocratie sociale, espace de liberté syndicale ou formatage néolibéral de la lutte des classes, donc une approche extrêmement contemporaine mais basée sur des recherches sociologiques. Thierry Ladica, le 3 décembre 2011, que faire des Cultural Studies, autour de l'héritage du marxisme britannique dans la théorisation de la culture. Et enfin, donc, le 10 décembre, pour le premier semestre, Vincent Chambralac et moi-même, donc sur les 2 cultures, l'histoire du socialisme dans l'affrontement partisan. Voilà pour le programme du premier semestre. Nous aurons l'occasion, je pense, d'évoquer le programme du second semestre. Et donc, vous trouverez les informations et un certain nombre de textes autour de ces interventions donc, sur le site internet. Oui, vous allez avoir une feuille qui va circuler parmi vous, une feuille avec un certain nombre d'adresses. Vous allez écrire plutôt, vous allez nous donner vos coordonnées email pour être au courant donc, des activités du séminaire. Et donc voilà, si jamais par mégarde de cette feuille, non pas s'égarer, mais si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez venir nous voir à la fin pour noter vos coordonnées, vous serez au courant de tout ce qui se passe autour du séminaire Marx dans les semaines à venir. Donc, sans plus tarder, je passe la parole directement à Jean Salem, qui va donc vous parler de Marx, son rapport au matérialisme antique. Merci beaucoup, chers amis.
Donc, merci pour l'invitation, prestigieux séminaire, etc. Pour ce qui est de la feuille de présence, ne remettez pas de présence, surtout de demande d'information, ne remettez pas votre adresse si vous êtes déjà généreusement et régulièrement informé, bien sûr, ce serait inutile. Alors, je commence vraiment d'entrer dans le vif du sujet, par un petit hors-sujet. Dans la série « Si nous ne faisons pas notre autopromotion, qui la fera ?», je dirais, avant de parler du matérialisme antique et de ce qu'en dit Marx, dans sa thèse de doctorat notamment, que je viens d'achever quelque chose qui est entre le petit livre et le gros article pamphlétaire. Ça paraîtra dans les 3 ou 4 mois chez un certain éditeur. Simplement, j'arrive, car je suis un garçon compliqué, à me dire que c'est peut-être ça qui aurait fait une ouverture plus politique, plus actuelle à un séminaire tel que celui-ci. Ça s'appellera, on ne sait pas, c'est les éditeurs et les journalistes qui choisissent les titres, très souvent désormais, mais quelque chose comme faut-il voter, et ça aura 3 parties. 1, le cirque électoral. 2, le pouvoir confisqué. 3, l'élection ininterrompue. Des primaires auxquelles vous pensez, puis ce régime de sondage permanent, ont évidemment partie liée avec, peut-être pas le cœur de l'essence de l'intimité du système, mais en tout cas le cœur de l'essence de l'intimité du bain dans lequel on veut nous faire baigner, de l'idéologie et des systèmes de maintien finalement du statu quo dans lesquels on veut nous faire baigner. Je passe vraiment au sujet. En vous infligeant une introduction de quelques lignes, et puis ensuite en vous disant que tout le monde est censé savoir que Marx, en 1841, à 23 ans, a donc soutenu une thèse de philosophie qui porte sur Démocrite et sur Épicure, qui n'est surtout pas marxiste. On va parler d'un Marx d'avant le jeune Marx, quasiment. C'est plus encore que le crâne de Voltaire enfant, c'est le crâne de Voltaire embryon qu'on va examiner. Un langage spéculatif, tout hegelien, ne doit pas nous effaroucher. Si on se demande à chacune de mes paroles, mais alors il est plutôt spiritualiste que matérialiste, on n'aura jamais vraiment tort. Néanmoins, ce Marx, plus qu'embryonnaire, ce Marx qui tout de même n'a qu'un an de moins que celui qui va écrire les manuscrits de 3 ans de moins que celui qui va écrire les manuscrits de 1844, pardon, ce Marx, il énonce certaines choses, en particulier sur la liberté, la marge d'indétermination qu'il doit bien falloir préserver quand on fait du matérialisme, historique. Il énonce certaines thèses ou des esquisses de thèses qui, à mon avis, font des petits jusque dans les ouvrages de la maturité, et dans le Capital, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que paraît avoir admis le dernier Althusser, les fameuses affaires de matérialisme aléatoire, dans ses entretiens de 1984-87, avec Fernanda Navarro. Althusser qui rompait sur ce point au moins avec le rapprochement presque exclusif qui a été fait par lui et par beaucoup d'autres entre marxisme et spinozisme, soulignait avec force détail ceci, ou cela si vous préférez, ce dont je viens de parler. Il soulignait ceci, que je vais préciser: le matérialisme ne saurait faire l'économie de catégories comme celle de l'aléatoire, de l'imprévisible, une tradition authentiquement matérialiste, ajoutait Althusser, que je résume, a dès longtemps reconnu l'existence de la liberté humaine dans le monde même de la nécessité, c'est-à-dire d'une marge d'indétermination dans le cours des choses. Et il évoquait bien sûr à ce propos, comme l'avait fait dès 1841 le jeune Marx lui-même, le très jeune Marx, l'intérêt spéculatif que présente la thèse épicurienne relative au clinamen des atomes, à la déclinaison des atomes, pour qui veut penser le fait de la liberté en dehors des sentiers battus de l'idéalisme. Je commence pour de bon en vous annonçant que mon propos se divisera en 2 grandes parties. La première, ça consistera en un résumé, pas tout bête j'espère, du livre de Marx, qui fait une centaine de pages. C'est entre ce qu'on appelle aujourd'hui une thèse de médecine et un gros mémoire de master. Ce n'est pas une thèse très épaisse. Les éditions, ça a été édité en français, traduit donc par Papaioannou.
dans un recueil qui s'appelle Écrits de jeunesse. Ça se trouve aussi, bien sûr, dans la Pléiade, traduction Rubel. Et ça se trouve, c'est l'édition que je préfère utiliser, dans l'édition Jacques Pognier, Bordeaux, 1972, chez Ducros, une maison d'édition qui, comme beaucoup d'autres, je crois, n'existe plus, D-U-C-R-O-S. Vous aurez un livre en main, si vous le trouvez en bibliothèque, ce qui est quand même faisable, de 350 pages environ, dans lequel 80 pages constituent la thèse elle-même. Le reste, ce sont des travaux préparatoires, des notes de Marx qui ont été éditées. Je dirais dans la première partie que ce livre, cette thèse, se divise en deux parties elle-même. La première comporte 3 chapitres, la deuxième en comporte 5. Et puis dans la deuxième partie de mon propos, je m'échapperai, j'essaierai de m'envoler du résumé un peu en rase-motte, et j'aborderai 2 points qui sont particulièrement intéressants dans l'épicurisme, dans son opposition, selon Marx, à ce qu'avait fait Démocrite et dans la thèse de Marx lui-même. Je parlerai tout d'abord des météores, un phénomène, on va dire, pour aller très très vite, astronomique, mais ce n'est pas exactement ça, j'y reviendrai. La manière dont Épicure en parle, 3 remarques à ce propos, 3 développements, et puis de la fameuse déclinaison, la manière dont Épicure en parle et les commentaires que Marx fait à ce sujet, 3 remarques, 3 développements aussi à ce sujet. Cyril Bailey, qui est un des grands commentateurs de l'épicurisme, en tout cas dans les années 30, en 1928, Bailey, B-A-I-L-E-Y, britannique, qui a fait un grand commentaire de Lucrèce, qui a fait un bouquin important qui s'appelle The Greek Atomists and Epicurus, les atomistes grecs et Épicure, écrivait ceci, très britannique comme style, s'il est vrai qu'aujourd'hui les conclusions de Marx ne pourraient guère être acceptées dans le détail, sa thèse est d'un très réel intérêt pour qui étudie l'épicurisme, et quiconque étudie l'épicurisme, à la lire, en retirera quelques idées fort éclairantes. Alors, il a formulé ce jugement donc il y a 70 ans, et ça conserve, à mon sens, justesse et actualité, et ce que je voudrais faire, c'est la fin de l'introduction que vous avez subie, c'est ajouter du crédit à cette déclaration de Bailey, en tâchant de restituer le plan général de l'ouvrage, comme j'ai annoncé, et puis ensuite en étudiant 2 thèmes particuliers qui sont la théorie des météores donc, et celle de la déclinaison atomique. Il y a dans la thèse de Marx une dédicace et un avant-propos, avant de passer aux 2 parties que j'ai annoncées de la thèse. Et cette dissertation a été adressée, on doit d'abord le savoir, avant d'aller plus loin, le 6 avril 1841, à Karl Friedrich Bachmann, doyen de la faculté de philosophie de l'université de Iéna. Iéna, une ville située hors de Prusse, et une faculté de philosophie réputée pour son esprit libéral. Elle a valu à son auteur de goûter les honneurs universitaires, et elle se divise en 2 grandes parties, qui sont grand 1, différence au point de vue général de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure, et grand 2, différence considérée dans le détail de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. Petit rappel, tout bête, entre nous, c'est simple à retenir, les 3 grands atomistes de l'Antiquité gréco-latine, ce sont, la plupart d'entre vous le savent, Démocrite, Épicure, Lucrèce. Ils ont vécu quand Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, on va dire, pour aller vite, Épicure, 3e, Lucrèce, 1er, avant Jésus-Christ. Comme on le sait, Lucrèce, il écrit en latin, un superbe poème, un des sommets de la poésie latine. Les 2 autres écrivaient en grec, pas exactement le même grec, mais enfin en grec. Démocrite, c'est l'atomisme, c'est le père de l'atomisme en Occident, car l'atomisme se rencontre en terre d'islam, dans certains auteurs juifs, en Inde, la physique Jaina au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est évident. Intuition en vertu de laquelle tout est fait de poussière qui s'agrège et qui se désagrège, ça n'est pas une vue de l'esprit ou un poème philosophique qu'un grec plutôt qu'un indien aurait pu imaginer. Et il faut retenir aussi bien sûr que Démocrite, c'est Démocrite l'atomiste, et on trace un petit pointillé, Épicure et Lucrèce, comme vous le savez tous, c'est en plus l'hédonisme, la philosophie du plaisir. Et on ne sera pas surpris dans la suite si, quand je parle d'Épicure, je l'éclaire par Lucrèce et réciproquement, puisque d'Épicure, il nous reste 3 lettres, quelques maximes et beaucoup de traités
écrits, des sources indirectes, des traités écrits contre par des adversaires de l'école, qui nous apprennent quand même beaucoup de choses sur l'école épicurienne, des traités de Cicéron, de Plutarque, etc. Tandis que de Lucrèce, il nous reste un poème quasiment complet, malgré une fin un peu bizarre, en queue de poisson, description d'une peste apocalyptique à Athènes alors qu'on devait nous conduire à goûter le bonheur dont Épicure nous a indiqué la voie. Donc le poème sans doute devait finir autrement, mais peu importe. La suavité de la poésie de Lucrèce ne peut se comprendre qu'avec la technicité aride, souvent, des lettres et des thèses exposées soit directement, soit indirectement par les adversaires d'Épicure lui-même. Ce n'est pas une vue de l'esprit, tous les interprètes sont d'accord, et Lucrèce dit que son but dans la vie, c'est de savourer les aurea dicta, les paroles d'or d'Épicure, et de les restituer en vers latin. Il nous a montré la vérité, il nous a dit tout ce qu'il fallait savoir, Épicure. Ils sont démocritéens à 90% en physique, les épicuriens, et Lucrèce, Épicure, même combat, tout ça est maintenant encore plus clair. Après une dédicace à son futur beau-père, Ludwig von Westphalen, comme on sait, Jenny s'est un peu déclassé pour suivre notre génial barbu, qui était beaucoup plus bohème et de conditions sociales tout à fait différentes. Elle était tout de même la sœur d'un ministre prussien qui a tenté de gâcher la vie de son beau-frère Karl Marx, y compris quand Marx était exilé à Londres, Jenny von Westphalen, une famille importante. Donc, une dédicace au beau-père, Ludwig, lui, von Westphalen, qui était, dit Marx, on voit bien de quel Marx on parle, c'est pas le Marx du Capital, une vivante confirmation, je cite, de ce que l'idéalisme n'est pas une fiction, mais une vérité. Et l'auteur, Marx, en vient à invoquer comme en exergue cette superbe parole d'Épicure: l'impie n'est pas celui qui rejette les dieux de la foule, mais celui qui attache aux dieux les opinions de la foule. Comme vous savez, Épicure dit cela dans sa lettre à Ménécée, celle dans laquelle il résume sa doctrine éthique. Au paragraphe 123, Lucrèce redira cela: n'aie pas peur, Mémius, je ne vais pas te conduire vers une doctrine impie. L'impiété, c'est celle de la religion qui demande par exemple des sacrifices sanglants. On demande à un père, d'après la légende, de sacrifier sa fille unique, pas unique, sa fille Iphigénie, une princesse de sang royal, pour que les dieux donnent des vents favorables à la flotte grecque qui doit aller conquérir l'Asie mineure, départ de la guerre de Troie. Et puis, il y a déjà ici, bien sûr, une allusion à Épicure, l'Aufklärer, c'est ce que Marx va dire plus loin, Épicure, homme des Lumières, Épicure qui a libéré l'humanité en foulant aux pieds la religion. Je vous inflige le premier des 4 éloges qu'on trouve d'Épicure dans le poème de la nature de Lucrèce. Ce sera une des rares lectures de Lucrèce. Aujourd'hui, les vers 62 à 79 du chant 1. Ça vient donc un peu après la célébrissime invocation à Vénus. On chante le plaisir et surtout Vénus, à laquelle on ne croit absolument pas comme une déesse qui interviendrait dans nos affaires. Il y a des dieux faits d'atomes selon les épicuriens, mais ils se situent hors des mondes et ils n'interfèrent absolument pas avec les affaires humaines. Enfin, Vénus comme symbole de la nature créatrice, de la force génésique de la nature, le poème s'ouvre par une sorte d'hymne à Vénus, où on exalte la recherche du plaisir par les bêtes au printemps, par les hommes qui vont peut-être avoir droit à goûter un beau poème, si Lucrèce est en bonne forme, par les hommes qui aiment la paix. On demande à Vénus de calmer les ardeurs de son compagnon de jeu, Mars, Arès, le dieu de la guerre. Et puis, le plaisir, c'est aussi ce qui caractérise l'état des dieux. Et un peu après, on a ce premier des 4 éloges d'Épicure qui est ici présenté, non pas comme un dieu, ce sera carrément le cas au chant 5, Deus ille fuit, Memmius, Deus ille fuit, Deus, dit 2 fois Lucrèce, il est présenté comme un triomphateur à la romaine. Je lis. Alors qu'aux yeux de tous, l'humanité traînait sur terre une vie abjecte, écrasée sous le poids d'une religion dont le visage se montrant du haut des régions célestes menaçait les mortels de son aspect horrible, le premier, un grec, un homme, osa lever ses yeux mortels contre elle, il s'agit bien sûr d'Épicure, et contre elle, il osa se dresser.
Loin de l'arrêter, les fables divines, la foudre, les grondements menaçants du ciel ne firent qu'exciter davantage l'ardeur de son courage, et son désir de forcer le premier les portes étroitement closes de la nature. Aussi l'effort vigoureux de son esprit a fini par triompher. Il s'est avancé loin au-delà des barrières enflammées de notre monde. De l'esprit et de la pensée, il a parcouru le tout immense pour en revenir victorieux, nous enseigner ce qui peut naître, ce qui ne le peut, enfin les lois qui délimitent le pouvoir de chaque chose suivant des bornes inébranlables. Ainsi la religion est à son tour renversée et foulée aux pieds, et nous, la victoire nous élève jusqu'au ciel. Il va de soi que les communards qui sont montés à l'assaut du ciel, c'est une réminiscence chez Marx, 30 ans plus tard, 71, de ses études épicuriennes et de ce passage de Lucrèce. Cette phrase qui m'a fait, non pas dérailler, mais partir un peu loin de ce que j'ai à dire de Marx, cette phrase d'Épicure qu'il met en exergue, son ami Bauer a tôt fait de lui dire, à la lecture de la thèse encore non déposée, qu'il vaut mieux l'enlever. Bauer lui explique que s'il veut goûter aux honneurs universitaires, pas seulement le jour de sa soutenance, mais plus tard, s'il veut avoir une chaire, il n'est pas la peine, je cite, de crâner en ce moment, tu ne sais même pas encore comment tu pourras te caser, etc. Et Marx, qui non seulement va laisser cette phrase « l'impie, c'est pas celui qui rejette les dieux de la foule, etc. », mais qui va même rajouter cette citation du Prométhée enchaîné d'Échille comme une sorte de deuxième exergue. À parler franc, je hais tous les dieux. Applologo tous pantas ectairoteus. Marx répond à Bauer que son but de toute façon n'est pas d'être élu à l'université. Et tout ça, c'est des choses très sérieuses, absolument pas actuelles bien sûr, toute coïncidence, etc. Serait involontaire, mais Feuerbach, qui avait laissé traîner des pensées sur la mort et l'immortalité en 1830 et qui avait financé dans sa préface, alors que c'était anonyme ce livre, en disant que la vérité tel un ruisseau de feu, Feuerbach va se manifester, a été repéré immédiatement comme athée et n'a jamais pu évidemment avoir de chaire universitaire. Première partie, 3 chapitres. Au premier examen, écrit Marx, la philosophie grecque semble s'être malencontreusement achevée, je cite, en un dénouement essoufflé, en un final incohérent. Épicuriens, stoïciens, sceptiques paraissent constituer, je cite encore, un appendice presque incongru qui n'entretiendrait aucun rapport avec ces puissantes prémices. En clair, c'est la crise, c'est le début de la fin de tout, c'est l'explosion du monde grec. Pourquoi? Parce que Épicure a 18 ans quand Alexandre meurt, et après que, pour la faire vite, il y a eu le 5e siècle avant Jésus-Christ, la grande époque, l'époque classique, encadrée par les guerres médiques, le refoulement des Perses, 499 à 477 avant Jésus-Christ, on compte à l'envers. Après que, il y a eu le siècle de Périclès, qui représente en fait une vingtaine d'années, disons 450 à 429 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'hyperpuissance d'Athènes dominant le monde grec, ayant profité du fait qu'elle a eu la part décisive avec Sparte, mais surtout elle, Athènes, dans la victoire contre les Perses, pour confédérer un peu par force, un peu dans l'enthousiasme, ses anciens alliés dans une confédération athénienne ou ligue de Délos, et puis pour ensuite les pressurer d'impôts et devenir une métropole impérialiste. Après que, à la fin de ce 5e siècle, les années, disons, 417, 404, Sparte ramasse la mise en coalisant tous ceux qui en ont assez de la domination d'Athènes et impose sa puissance, sa domination sur la Grèce à son tour, soumettent Athènes, patrie de la démocratie, à sa loi à elle, Sparte, cité oligarchique, impose un gouvernement des 30 tyrans entre 404 et 401, 30 affreux, 30 barbares, parmi lesquels 2 oncles de Platon qui ont procédé à l'exécution de 1500 hommes libres sur 40 000. Il y avait en plus 400 000 esclaves. Il y a eu encore une sorte de petite lutte, de petite tourniquet pour l'hégémonie. Thèbes a pris le dessus pendant quelques années. Et puis, tout le monde a été mis d'accord par le barbare du Nord-Ouest, qui ne parle pas grec, qui en plus est un roi, suprême injure pour un Athénien,
Philippe de Macédoine. 338, bataille de Chéronée. Et 2 ans après, Philippe mourant à la suite d'une intrigue de cour, c'est son fils Alexandre qui mène cette expédition hallucinante qui conquiert le monde entier, finalement, Chine exceptée, le monde connu à l'époque en tout cas. Et dès qu'Alexandre meurt en 323, explosion générale de tout ce monde gréco-macédonien qui va jusque dans l'Inde du Nord-Ouest, et les généraux se taillent des petits confettis de la taille de la Perse, Séleucos, dynastie des Séleucides, de l'Égypte, Ptolémée, dynastie des Ptolémaïques, etc. Ça va être une sorte de décadence, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'époque hellénistique, jusqu'à ce qu'en 156 avant Jésus-Christ, on ne parle plus de la Grèce en tant que chose autonome, c'est 2 provinces administratives dans l'Empire romain. Tout ça pour dire très longuement, c'est un des préambules nombreux que je voulais vous infliger, qu'on est dans une époque de crise, de catastrophe puissance 3 ou 4. Tout semble avoir été dit, tout ce qui est sérieux semble être derrière nous. La politique est regardée avec une dérision dont témoignent 1000 textes. Et on a toutes les raisons de penser, quand on fait de l'histoire de la philosophie, les grands c'était Platon et Aristote, l'époque classique, et puis qu'il y a une queue de la comète, ce sont ces écoles. C'est ça que dit Marx. La philosophie épicurienne particulièrement serait un agrégat syncrétiste, dit Marx, de physique démocritéenne et de morale cyrénaïque. Et Marx veut faire valoir au contraire l'importance historique de ces systèmes, il veut les réhabiliter, il veut montrer que somme toute, c'est en gros on va voir, hein. Épicure c'est en gros Hegel qui vient d'amener le pion à la science de Kant. Par rapport à Démocrite, il y a cette relation à l'évidence dans l'histoire de la philosophie un peu fantasmagorique du jeune Marx. Chapitre 2 de la partie 1. C'est un préjugé qui s'est implanté d'identifier les physiques de Démocrite et d'Épicure, dit Marx, jusqu'à ne voir dans les modifications apportées par Épicure que des initiatives arbitraires. En physique, où il est le plus prétentieux, d'après Cicéron, Épicure est même un parfait barbare. C'est toujours une citation par Marx de Cicéron. La majeure partie appartient à Démocrite, c'est incontestable, c'est pas parce que Cicéron le dit que c'est faux. Là où il s'écarte de lui, de Démocrite, Épicure, là où il veut l'améliorer, il le gâte et l'altère. Tous, Cicéron, Plutarque, Leibniz, s'accordent sur ce point. Épicure a emprunté sa physique à Démocrite, et Marx n'est pas loin de contester la sécheresse de cette formule. Évidemment, il ne conteste pas que l'atomisme vient de Démocrite et qu'Épicure le reprend. 3e chapitre de la partie 1 et dernier, étrange énigme, s'écrit Marx, qui fait un peu monter la sauce, qui en fait un peu beaucoup. Il se bricole un paradoxe, comme on nous apprend à faire dans les dissertations académiques. Étrange énigme, 2 philosophes enseignent absolument la même science, d'une manière tout à fait semblable, mais quelle inconséquence, ils sont diamétralement opposés pour tout ce qui concerne la vérité, la certitude, l'application de cette science, le rapport de la pensée et de la réalité en général. Autrement dit, on prétend qu'ils disent la même chose, mais les conséquences sont, selon Marx, en matière d'éthique notamment, de comportement, on verra à quel égard, totalement opposés. Tout l'effort de la dissertation, de la thèse, doctor dissertation, la thèse de doctorat, va tendre désormais à démontrer qu'Épicure et Démocrite s'opposent, je le répète, c'est un mot de Marx, diamétralement. Les idées, 3 choses essentiellement dans ce chapitre, sur lequel je reviendrai. Les idées de Démocrite, d'abord, seraient contradictoires. C'est vrai qu'il y a 2 sources en matière de théorie de la connaissance qu'il faut savoir ajuster, indéniablement, à propos de Démocrite. Dans la lignée des témoignages qui nous viennent d'Aristote, puisque pour ce qui est des présocratiques, comme on les appelle, vous savez qu'on n'a pas, évidemment, ceux qui ne sont pas étudiants en philosophie, on n'a pas de livre à manipuler directement, mais on a ce qu'en disent Aristote, ce qu'en disent des gens d'après. Démocrite est d'ailleurs un curieux présocratique. On veut que l'histoire de la philosophie commence en Grèce, et s'il vous plaît précisément avec Socrate-Platon. Il s'agit d'un présocratique, ce garçon qui est quand même mort 40 ans après que Socrate a été condamné à voir la Ciguë, semble-t-il, en 360, Démocrite. Mais passons. Démocrite, d'après ce qu'en rapporte Aristote, un des auteurs de fragments qui nous intéressent quand on étudie Démocrite, il dit que le vrai est dans les phénomènes. Et puis d'après
le médecin sceptique Sextus Empiricus, 2e siècle après Jésus-Christ, fait jamais quand même que 5 ou 6 siècles après Aristote, selon lui, selon cet homme-là, Démocrite, anaireita phaenomena. Il élimine, il dit que le vrai nous est caché. Vous direz ça mieux tout à l'heure. Il supprime tous les phénomènes. Il dit que les phénomènes n'ont aucune réalité. Marx déclare que tout ça, ce serait très contradictoire, tandis que pour Épicure, le monde donné en face de nous est objectif, toute sensation est vraie, toute sensation est objective, ça c'est incontestable, il n'y a pas photo, ça n'est pas du Marx seulement, c'est comme ça. D'autre part, deuxième différence, l'abdéritain, Démocrite, représenterait l'inquiétude, dit Unruhe, de l'observation qui expérimente, apprend partout et erre de par le monde. C'est le savant fou qui court partout pour connaître, pour accumuler, l'encyclopédiste, tandis qu'Épicure mépriserait l'empirie. Il reste dans son jardin d'Athènes, s'il se déplace pour aller en Ionie, c'est pour voir des amis, et c'est pas pour parfaire ses connaissances. Il méprise d'ailleurs les connaissances de détail, ce qui est vrai. Démocrite, enfin, troisième différence, selon Marx, ramène tout à la nécessité, tandis qu'Épicure fait du hasard le père de toute chose. C'est également discutable. Il y a de la nécessité, autrement dit, des lois de la nature chez Épicure, ce qu'on oublie souvent. Deuxième partie de la thèse, 5 chapitres. Le premier traite de la déclinaison des atomes. Comme vous savez sans doute, pour Épicure, il y a 3 causes possibles de mouvement pour l'atome. D'une part, sa chute en ligne droite. Épicure est beaucoup moins moderne, beaucoup moins excitant au sens franglais que Démocrite en matière scientifique. Il loge l'intelligence, les centres supérieurs dans la poitrine, comme les stoïciens, tandis que Démocrite, comme Platon, les situait dans l'encéphale, ce qui semble vrai. Il a une foi très très naïve dans les phénomènes. Ça fait qu'il peut écrire des choses extraordinairement ahurissantes. Les disques qu'on voit dans le ciel, Soleil, Lune, doivent avoir un ordre de grandeur à peu près comparable à ce qu'on voit, puisque toute sensation est vraie. Donc Épicure n'est pas un modèle de savant moderne dans les explications de détail. Pour les grandes affaires, tout est fait d'atomes et de vide, ça on ne peut pas dire que ça ne soit pas moderne. Pour les déclarations du style « il y a nécessairement des vivants qui doivent exister dans d'autres mondes », c'est pas mal non plus de dire ça dans l'Antiquité. Mais alors, Épicure pense que les atomes tombent de haut en bas, ce que Démocrite ne semble pas avoir dit. Grosse bêtise. Première cause de mouvement, la pesanteur. Deuxième cause, les chocs. Quand 2 atomes se cognent, bien évidemment, leur mouvement est modifié. Et troisièmement, une sorte de proto-spontanéité, de proto-indétermination. Il faut admettre que, même si on disposait de toutes les données, qu'on pouvait toutes les soumettre à l'analyse, j'évoque ici la fameuse phrase de Laplace, la Bible du déterminisme, comme vous le savez, absolu, eh bien, il faut prévoir de l'imprévisible. À un moment indéterminé, en un lieu indéterminé, l'atome peut pratiquer une sorte de petit saut dévié d'un angle, pas infinitésimal, mais très petit, par rapport à sa trajectoire, qui n'est pas forcément de haut en bas, dans toutes les directions de l'espace. Alors, il s'intéresse à cette déclinaison, Marx, chapitre 1 de la partie 2. Il explique que, bien évidemment, des tas de gens comme Cicéron, bien pensant, ou comme Bell, mal pensant, ont vu là-dedans un assez pitoyable moyen par lequel Épicure aurait tâché de se soustraire à la nécessité, c'est l'expression de Marx, de fonder la liberté avec un truc, une sorte de mini deus ex machina. Mais ils y ont vu, ces gens-là également, dit Marx, une explication des rencontres atomiques. Et Marx va encore une fois, si vous me passez une deuxième fois cette expression, machiner une sorte de sauce qui consiste à dire on nous donne 2 raisons pour l'existence de cette bizarre théorie dans l'épicurisme, il y en a une de trop nécessairement. Elles sont quasiment contradictoires. C'est très très discutable parce que les 2 raisons sont dans les textes et les 2 raisons peuvent très bien s'additionner. C'est d'ailleurs, c'est ça l'argument décisif pour dire que Marx joue un peu sur les mots,
Dans les vers de Lucrèce, chant 2, vers 216 à 293, vous avez deux parties. Petit 1, sans cette fameuse déclinaison, la nature n'aurait rien créé, rien organisé, au sens des anciens, pas créé ex nihilo, mais il n'y aurait pas de composé organisé, pas de monde, pas de table, pas de micro, pas de vigile à l'entrée de, etc. Et deuxièmement, sans cette affaire de déclinaison, tu ne pourrais pas expliquer notre liberté. Pas le libre arbitre cartésien, mais enfin notre liberté de mouvement. Ne fût-ce que la liberté qui fait que nous allons, comme dit Lucrèce, là où le plaisir nous entraîne. Vraiment pas une liberté libre arbitre, mais c'est la liberté quand même. Deuxième chapitre de la partie 2, donc la différence dans le détail. On vous a annoncé qu'avant c'était la différence en général, et là c'est les différences dans le détail. Marx l'intitule ce chapitre « Les qualités de l'atome » et il s'intéresse aux trois qualités inhérentes, permanentes, propriétés, comme disent les épicuriens, sum bebe cota entre nous, c'est le mot qui curieusement désigne autre chose, c'est-à-dire les propriétés transitoires chez Aristote. Sum bebe cos, c'est l'accident chez Aristote, chez Épicure, c'est les propriétés permanentes, au contraire. Eh bien, ces trois propriétés permanentes de l'atome, c'est la grandeur, mégatos, la forme, figure, schéma, et la pesanteur, baros. Paradoxalement, Marx reproche quasiment à Démocrite de ne pas avoir signalé que la pesanteur est une propriété essentielle des atomes, puisque le but du jeu, c'est de montrer qu'Épicure, il est beaucoup mieux que Démocrite, à peu près dans tous les compartiments du jeu. Troisième chapitre, l'auteur de cette dissertation de doctorat, Marx, pour en faire plus court, revient sur une étonnante distinction opérée par un obscur historien des idées qui s'appelait Schauerbach. Il le cite. Ce Schauerbach aurait péché une différence chez Épicure entre les atomes comme principe, atomoi archaï. Il y a cette expression quelque part dans le résumé de la physique qu'Épicure a lui-même fait, la lettre à Hérodote, et d'autre part les atomes comme éléments, atoma stoikeia. Il y a, pour le dire généralement, chez beaucoup d'historiens de l'atomisme, une sorte de tentation un peu bizarroïde de faire des atomes, ou du moins des atomes dans certaines conditions, des atomes avant qu'ils ne s'agrègent dans une sorte de nébuleuse pour constituer un monde, un des nombreux mondes dans l'univers infini qui comporte un nombre infini de mondes, pour faire des atomes dans certaines conditions des sortes de points mathématiques ou d'êtres pas vraiment matériels. Et c'est cette distinction qui n'a absolument pas lieu d'être chez Épicure, encore moins que chez Démocrite, malgré des bouquins qui s'appellent Atomos Idea, un grand livre sur Démocrite d'un certain Alfieri, mais qui a tort sur le fond. Cette distinction qui n'a absolument pas lieu d'être chez Épicure, Marx, je ne dirais pas en fait grand cas, mais enfin il la cite, il la bichonne, et même il la reprend partiellement, puisqu'il arrive à écrire que l'atome n'a pour Démocrite que la signification d'un stoikeion, autrement dit d'un élément, d'un substrat matériel. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Démocrite est un peu simplé parce que pour lui l'atome ce n'est qu'une briquette élémentaire de matière, tandis que pour Épicure, c'est pas exactement ce qu'a dit Schauerbach, c'est pas parfois quelque chose qui n'est pas encore matériel et puis agrégé dans un monde une briquette élémentaire qui participe au puzzle. Mais enfin quand même, l'atome, on va voir, est dialectisé par Marx, c'est quelque chose qui fait un peu rêver, qui représente la singularité, la conscience de soi. On va voir des formulations tout à fait bizarroïdes dans la suite. Quatrième chapitre de cette deuxième partie, Démocrite. Selon Démocrite, c'est un reproche nouveau de Marx, le temps n'a aucune importance et aucune nécessité pour son système. Il est plaisant que cette remarque légèrement dédaigneuse soit confortée par des allusions, chez Marx, des allusions très rapides au témoignage d'Aristote ou de Simplicius, qui déplore que ce soit lui-même le temps, je cite Aristote, qui doit fournir chez Démocrite la preuve que tout n'a pas nécessairement une origine, un moment du commencement. En clair, on voit Aristote, qu'on imagine presque les poings sur les hanches, disant « mais Démocrite ne nous donne pas d'origine du mouvement en nous disant que le mouvement, ça s'explique par le fait que ça n'a jamais commencé ». En clair, ce sont des passages où Aristote est désabusé parce qu'il manque la cause finale.
Ça ne suffit pas de dire comme tous les atomistes, Épicure, lettre à Hérodote, paragraphe 48, Arché, des Toutones ou Questine, à ces mouvements, il n'y a jamais eu de commencement, donc on ne va pas chercher l'origine ou le ce en vue de quoi. Il nous manque le ce en vue de quoi. Pourquoi ça bouge? Et alors Marx reprend ce fragment pour dire, Démocrite, encore une fois, le malheureux est moins bon qu'Épicure, contrairement à ce qu'on pense. Le temps, ce n'est pas très important pour lui, tandis que chez Épicure, vous avez cette définition incontestablement fort belle, poétique. Le temps, c'est l'accident des accidents. Je vais expliquer un petit peu. Et Marx, avant que j'explique, je continue, déclare que tandis que la composition des atomes exprime leur matérialité spatiale, bête et brutale, le temps, chez Épicure, signifie, je cite, le retour à l'être pour soi, c'est-à-dire à la sensibilité consciente de tout être là déterminé. Ainsi, la temporalité des choses et leur apparition au sens sont posées dans ces choses elles-mêmes comme une seule et même chose. Car du fait même que les corps apparaissent au sens, ils périssent. Comme en effet, les eidolas, les images, c'est toujours du Marx, se séparent continuellement des corps et s'écoulent dans les sens, ces images ne reviennent pas de la séparation, se dissolvent et périssent. Alors je vais vite, donc si j'ai l'air de chambrer notre idole, notre génie, vous n'en voudrez pas, il va de soi que c'est une thèse géniale quand même, mais très très étonnante. Tout ça, c'est de l'archi-sollicitation des textes, puisque Marx, d'abord, trouve génialissime cette formule un petit peu tout de même fumeuse, poétique mais fumeuse, le temps est l'accident des accidents. Je l'explique un tout petit peu. Il y a donc les propriétés permanentes, j'en parlais tout à l'heure. Les épicuriens appellent ça bizarrement sumbebekota, sumbebekos. Ça désigne les accidents chez Aristote, mais c'est comme ça. Et puis, les propriétés qui ne sont pas absolument inhérentes à la chose dont on parle. Le mouvement, c'est une propriété permanente de l'atome, c'est un accident, symptoma, diront les épicuriens, d'un corps composé. Ça bouge ou ça ne bouge pas. Le noir, si vous voulez, on ne sait pas qualité première, qualité seconde. Le noir, pour cette table, c'est une propriété. Tant qu'on ne l'a pas modifié, qu'on ne l'a pas peinturluré, le noir, c'est une propriété permanente. Le fait qu'elle ait un petit coin qui soit brisé, ce sera un accident. Alors, plus rapide, Platon, ça arrive même aux gens bien, après ses déboires à la cour de Syracuse, est vendu comme esclave. Platon est blanc, propriété permanente, c'est pas un homme de race noire. Il a la chance d'être repéré sur le marché aux esclaves par un ami qui l'enlève de cette mauvaise passe et qui le rachète au bout de 4 ou 5 jours. Le temps, les 4 ou 5 jours, sont le premier accident, un gros accident d'ailleurs, qui était la servitude. D'accord ? D'autre part, Marx sollicite les textes de façon démentielle en disant que les images feraient que les corps s'évanouissent. Il fait allusion au fait que dans la théorie épicurienne, comme vous le savez sans doute, si je vois le mur ou vous les tables, et réciproquement, c'est que sans cesse de fines pellicules, que les épicuriens appellent simulacres, se détachent. Je ne les vois pas partir singulatim, comme dit Lucrèce, une par une. Elles se détachent sans cesse des objets environnants, sont faites d'atomes, elles viennent m'impressionner au sens strict, me bombarder, me perforer, puisqu'on est tous, comme les tables et les murs, des gruyères, du plein d'atomes mais du vide aussi, et je ne vois pas une par une, mais je vois une sorte de paquet de simulacres qui est l'image, constituant ainsi le transfert partiel et instantané de l'objet en moi. Il n'y a pas mieux pour expliquer que ce qu'on voit, c'est objectif, c'est vraiment les objets. Toute sensation est vraie. Je ne vois pas les étoiles comme elles ont été il y a quelques millions d'années, je les vois parce que c'est un transfert partiel et instantané de elles en moi. Bergson, qui avait le génie de ces comparaisons, sauf qu'évidemment, là, on parle du plan horizontal. Dans le cinéma, c'est au sens vertical, on parle d'une théorie cinématographique de la perception. 24 images défilent, vous voyez une image sur l'autre. Alors, Marx dit que c'est tout simplement faux, que les objets s'évanouissent. Non. Les objets ne s'évanouissent pas, ils perdent de leur substance. Ça ne donne pas une dimension poétique ou quelque chose d'extraordinairement délicieux pour le spiritualisme quand on est dans la théorie épicurienne du temps. D'ailleurs, tout bouge dans cet univers, même dans les cristaux ou dans les choses très fixes. Dans l'univers des atomistes anciens, tout vibre, même l'atome un peu coincé entre d'autres atomes,
Il n'est pas forcément rond, souvent il est fait de crochets, ça s'entrelace, ça s'entrechoque, ça gicle, ça rebondit. Et les atomes de la périphérie de la table ou de vous ou de moi surtout, puisqu'en plus on mange, on est des vivants, excrétion, sudation, les atomes de la périphérie de la table s'associent avec des atomes de l'air, ils en capturent quelques-uns. Voir l'être Hérodote d'Épicure, paragraphe 48, où on parle d'antanaplérosis, de remplissage compensatoire. Donc les objets ne fondent pas très vite, ils s'érodent, ils s'usent, mais ils lâchent des atomes, si je puis dire, tout en capturant également. Chapitre 2, 5e partie. En ce qui concerne les météores, alors maintenant on le dit pour de bon, les ta météora, quand on étudie Aristote, on dit c'est ce qu'il y a entre la surface de la Terre et l'orbe de la Lune. Pour les épicuriens, on va dire c'est ce qu'il y a en dessous de la Terre et ce qu'on voit dans le firmament. C'est tous les phénomènes qui peuvent évidemment engendrer des superstitions en général, qui sont des phénomènes un petit peu spéciaux, bizarres, inquiétants, spectaculaires, à la surface de la Terre ou dans le ciel, ou même sous terre, les tremblements de terre. Aristote, dit Marx, avait reproché aux anciens, plus anciens que lui, d'avoir cru que le ciel, pour se soutenir, avait besoin d'Atlas. Épicure, quant à lui, blâme ceux qui croient que l'homme doit s'en remettre au ciel. Et Atlas lui-même, sur qui le ciel s'appuie, il le trouve dans la sottise et la superstition humaine. C'est une broderie de Marx autour d'un thème qu'on voit très bien développé avec d'autres anti-héros, si je puis dire, que Atlas, dans Lucrèce, chant 3, vers 978 et suivant, thème de l'enfer des passions. C'est ici-bas que la vie de l'insensé, du non-philosophe, du non-épicurien, est un véritable enfer, dit Lucrèce. Autrement dit, celui qu'on nous représente dévoré par des vautours pendant l'éternité dans les enfers, il ne s'agit pas de Prométhée, c'est un autre qui a le même sort qui s'appelle Tisios. C'est un symbole humain, trop humain, des vautours de la jalousie, de la passion amoureuse, de l'amoureux transi, dit Lucrèce. Celui qu'on nous représente, Sisyphe, avec sa boule qui roule et qui redescend toujours, il représente tout simplement l'insatiable ambition, le fiasco politique. Ça monte, ça redescend dans les sondages, dans les primaires, etc. Et donc, Marx brode, parce qu'il n'y a pas de texte épicurien qui nomme Atlas, Atlas lui-même, ma connaissance, Atlas lui-même s'appuie, Atlas lui-même sur qui le ciel s'appuie, il, Épicure, dit Marx, le trouve dans la sottise et la superstition humaine. La béatitude dépendra par conséquent de la connaissance des météores. Or, Épicure lui-même, continue Marx, avec une extrême perspicacité, distingue la méthode qui est employée dans la théorie des météores de celle du reste de la physique. Il y a quelque chose qui est mode, tellement c'est enseigné un peu rapidement par beaucoup de bons professeurs, j'ose le dire, mais pas spécialistes, c'est de dire une chose vraie, les épicuriens, encore une fois à la différence de Démocrite qui différencie, qui distingue une connaissance bâtarde, la connaissance venue des sens, et la connaissance d'entendement qui, elle, est noble, digne, légitime. Épicure ne veut pas l'explication du coup de tonnerre ou de la foudre ou du tremblement de terre qui vient d'effrayer votre voisin, parce que vous êtes courageux. Vous savez qu'on ne peut pas généraliser, mais enfin Suétone explique sans rire que l'empereur Auguste lui-même allait sous les lits quand il y avait un gros orage et beaucoup de tonnerre. Donc la superstition dans l'Antiquité latine et grecque déjà, c'est pas comme aujourd'hui. Dans nos contrées, c'est du classique, même chez des gens très puissants. Alors j'étais en train d'essayer de dire que, on dit en général, Épicure recherche non pas l'explication avec L majuscule, mais une explication. À propos du tonnerre, on vous dira que ce sont soit deux nuages qui, à force d'être frottés par les vents, ont fini par s'embraser et ça a produit une explosion. Première explication, si tu veux. Ou deuxième, c'est peut-être du feu précontenu dans un des deux nuages, ou dans un nuage coincé par les vents contre le sommet d'une montagne, qui explose, et c'est le coup de tonnerre. Et si tu veux, on peut te donner une troisième explication. Vous avez des listes d'explications multiples qui se terminent d'ailleurs par « et si tu veux, tu peux en trouver encore d'autres, éventuellement ».
Ce qui est très désarmant pour le savant post-positiviste, le savant contemporain, tout simplement, qui essaye de savoir comment ça se passe. Marx trouve ça très bien, mais sa grande perspicacité, c'est de comprendre qu'évidemment, c'est évident que c'est ça qui est vrai, l'épicurisme n'est pas un indifférentisme à 100%, puisque Lucrèce nous dit qu'il vous expose la vraie vérité vraie, la doctrine d'Épicure, vera ratio. Ils sont classés par tout le monde, et pas seulement par Hegel, mais par les anciens, comme des dogmatiques. Ils sont accusés par Cicéron notamment même de psittacisme. Ils ont même une sorte d'allure qui peut faire penser à celle des marxistes dans les années 70-80 dans certains débats. Vous répétez par cœur ce que vous a enseigné votre maître. On lit ça dans De la nature des dieux de Cicéron, contre un épicurien. Bref, le premier étage de la maison, les fondations, c'est du dur, c'est du 100% vrai, 100% certain, 100% démontré. Tout est fait d'atomes et de vide, ou de vide. L'univers est infini, les mondes sont en nombre infini, le plaisir est le souverain bien, la mort est comparable à un sommeil éternel, les dieux sont faits d'atomes et ne s'occupent pas de nous. Tout ça, ce sont des thèses qui ne sont pas des thèses parmi d'autres, ce sont des thèses absolument vraies selon les épicuriens. À l'étage supérieur, pour les phénomènes de détail, tu ne vas pas user, c'est conterere, la contention, tu ne vas pas faire effort toute ta vie, comme les astronomes platoniciens, à mesurer la position des planètes à tel ou tel moment de l'année, et à essayer de savoir pourquoi tel conteneur s'est produit. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas dévoré par l'angoisse, par la superstition. Le sommet du sommet de la philosophie, autrement dit, dans cette époque de crise, c'est évidemment l'éthique. L'éthique en tant qu'art de vivre, et art de vivre heureux. La physique n'est pas un mal nécessaire, c'est une partie de la philosophie également, comme c'est le cas jusqu'au XVIIe siècle, la philosophie naturelle, mais ce n'est pas la discipline, la sous-discipline reine. On en fait pour être armé dans la recherche du bonheur. Alors voilà, comme dit un enfant que j'ai croisé hier, voilà. Deuxième partie de tout ce que j'ai à vous dire, que je vais essayer de ne pas trop délayer, elle va porter sur deux points. On va se focaliser un peu donc sur les déjà nommés météores et déclinaisons. À propos des météores, trois commentaires, remarques, développements, évidemment en rapport avec ce qu'en dit Marx, étudiant, Épicure et Démocrite. Première remarque sur les météores, nos deux hommes décident Marx en tordant le bâton vraiment dans un sens qui est bien le sien, en forçant un peu la note. Nos deux hommes, Épicure et Démocrite, s'opposent pas à pas. Non sans confirmer cette tendance à la radicalisation de la différence, j'emprunte cette expression à Jean-Marc Gabaude, qui a écrit un livre qui s'appelle Le jeune Marx et le matérialisme antique, Toulouse, Privat, 1970. Non sans confirmer cette tendance à radicaliser la différence, Marx oppose dans une page élégante et profonde, c'est surtout le troisième chapitre de la partie 1, vous vous en souvenez, Épicure et Démocrite de trois façons. Tout d'abord, il reproche à Démocrite ce qu'il est convenu d'appeler son, entre triple guillemets, scepticisme. Mon ami Pierre-Marie Morel a laissé traîner 3 ou 4 fois l'expression proto-scepticisme. Moi, je ne suis pas d'accord, mais pourtant, aux surprises, nous sommes amis, ce qui est quand même fou dans l'université, mais je ne suis pas d'accord. Pyrrhon se réclame de Démocrite. Il a une descendance sceptique, mais Platon aussi. Il a critiqué les données sensibles en disant qu'il ne faut pas les croire religieusement, comme, si j'ose dire, des vérités d'évangile. Mais Platon aussi. Platon donne, si je puis dire, la Nouvelle Académie. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler proto-scepticisme chez Démocrite. Il y a une critique du sensible, c'est vrai. Il aurait dit, il l'a dit probablement, c'est le fragment B6, qu'il existe deux connaissances, duo fesinainai gnoseis, l'une due au sens, l'autre à l'intellect. À celle due à l'intellect, il donnait le qualificatif de légitime, gnessier, en lui accordant
crédit pour juger de la vérité à celle due au sens, il donne le nom de bâtarde, scotier, en lui ôtant l'infaillibilité dans le discernement du vrai. Démocrite, dit également Sextus, abolit les phénomènes qui concernent les sens. Anairei ta phenomena tais aistesesi, c'est ce que je ne traduisais pas bien tout à l'heure. Et il pense qu'aucun phénomène n'apparaît conformément à la vérité. Personnellement, sans excès d'anachronisme, je me dis tout simplement que ça ressemble au savant moderne. On prend les informations des sens jusqu'à un certain moment, en latin de Lucrèce, usque adeo pour d'autres choses. Lucrèce est épicurien, il croit que toute sensation est vraie. Mais des choses du genre, jusqu'à un certain point, on trouve ça également dans les fragments de Démocrite en question. Et puis à partir d'un certain moment, on s'assied sur l'évidence sensible du soleil qui se lève tous les matins et qui tourne autour de nous, et on passe à la connaissance légitime. Est-ce qu'on ne peut pas dire en même temps que le vrai est dans les phénomènes, comme disent les témoignages sur Démocrite qui viennent via, dit-on laidement, le corpus aristotélicien? Je pense qu'on peut très bien dire les deux à la fois. Marx a beau jeu de gloser sur ce qui est pour nous donc le fragment B6, le fragment B9, tout ce que je viens de citer, pour dire que, somme toute, Démocrite, c'est une sorte de sceptique. Puis il y a ce fragment également assez fameux, dans le même paquet, B6 à B9 de Démocrite. Convention que le doux, convention que la mer, convention que le chaud, convention que le froid, convention que la couleur, en grec c'est nomo, c'est d'institution, c'est le même mot que la loi, quoi. C'est quelque chose d'artificiel. Et en réalité, étaient les atomes et le vide. Il n'y a qu'une chose et demie, deux choses qui sont vraies de vraies, c'est l'être et le néant, les atomes et le vide. Je passe sur le fait que Marx également, comme beaucoup, en fait beaucoup sur un fragment de Démocrite qui dit que la vérité est au fond du puits. Est-ce que ça veut dire qu'elle est inaccessible? Comme dit Louria, le commentateur russe de Démocrite, vous prenez une échelle, c'est compliqué, mais vous pouvez l'atteindre, même si elle est très difficile à atteindre au fond du puits. Stop. On nous présente donc un Démocrite qui nous inviterait presque à une sorte de désespoir épistémologique, qui, des anecdotes d'ailleurs à foison dans son biographie, pourraient soi-disant conforter cette idée. Démocrite se serait crevé les yeux pour ne pas être troublé par les phénomènes qui venaient des sens. On a la version chrétienne de Tertullien, il se serait crevé les yeux parce qu'il ne pouvait plus supporter la concupiscence dans laquelle il se trouvait chaque fois qu'il voyait passer une dame. Et tout ça, ce sont des gags assez classiques dans l'Antiquité. Démocrite est mort presque centenaire, il est possible que sa vue était quasiment nulle à la fin, et on transpose ça en lien avec quelques thèses précises du corpus du philosophe lui-même. Ce qui est plus sérieux, c'est que on oppose ça chez Marx à Épicure, qui lui aurait le grand mérite d'être un dogmatique. C'est vrai que c'est un dogmatique, en ce sens qu'il a écrit que le sage ne doit pas être sceptique. C'est un verbe grec qui dit être sceptique. Il doit dogmatiser, il doit être dogmatique, il doit croire que tout est vrai dans la sensation. Deuxième opposition, Démocrite, dit Marx, se jette dans les bras du savoir positif. Il est versé en physique, en éthique, en mathématiques, dans les disciplines encyclopédiques, dans tous les arts. Si vous voyez le témoignage A33 sur Démocrite dans Dims, vous verrez 4 pages qui sont, pour chaque ligne, des titres d'ouvrages perdus de Démocrite, qui a écrit sur la musique, sur l'art militaire, sur la physique, sur la médecine, etc. On a donc un encyclopédiste, et c'est le fait de l'érudition, dit Marx, de s'étendre en largeur, d'amasser, de faire des recherches au dehors. Il est atteint, comme dit l'éditeur de Maupassant, Louis Forestier, dans la Pléiade, d'une sorte de dromomanie. Il a écrit, Démocrite, c'est moi qui, de tous mes contemporains, ai traversé la plus grande partie de la Terre et qui a exploré les contrées les plus lointaines. Il aurait été en Inde, en Égypte. J'ai vu la plupart des pays et des climats, entendu la plupart des hommes savants. Personne ne m'a surpassé dans la composition raisonnée des figures, pas même ceux que les Égyptiens appellent les arpédonaptes, autrement dit les arpenteurs. Et il cite en bonne place, Marx, ce passage, et il conclut que c'est proprement le goût du savoir, Wissenlust, de ce savoir par essence insatisfait, insatisfaisant, qui nécessairement a empêché Démocrite de jamais trouver le repos. Tandis qu'Épicure,
à l'inverse, mépriserait les sciences positives, allusion à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce coup de tonnerre, 3-4 explications suffisent pour calmer l'angoisse. Et dans la disparité de l'énergie et de la pratique scientifique des deux hommes, Cavaleur, Bromomane, sédentaire, Marx achève d'enfoncer le clou en disant l'un c'est le philosophe de la nécessité, l'autre c'est le philosophe du hasard. Je dois aller vite parce qu'il faut, ne pas vous retenir jusqu'à minuit. Je dis donc une deuxième fois, et presque aussi rapidement que la première, qu'il y a un méli-mélo extraordinaire autour de tout ça. Kant, paragraphe 72 de la critique de la faculté de juger parmi beaucoup d'autres, explique que Épicure c'est le philosophe du hasard. Non, c'est faux. Épicure écrit lui-même, les choses adviennent du fait de 3 ordres de cause, la nécessité, les lois de la nature, les chats ne font pas des chiens, les oiseaux qui ont des taches de telle couleur à tel endroit de l'aile vont faire des petits qui ont exactement les mêmes propriétés. En plus, la nature n'aime pas trop les hybrides, ça confirme tout ce qu'on dit. Regardez le mulet, il ne fait pas de petits. Épicure dit qu'il y a aussi des choses qui viennent du hasard. En gros, c'est comme dirait l'autre, le croisement de 2 séries causales indépendantes l'une de l'autre. Et puis, il y a le taux F et min, ce qui dépend de nous. Vous savez qu'Épicure, dans le peu qui nous reste, ne parle jamais directement de la déclinaison des atomes. Tout le monde lui met ça sur le dos. Tous ses disciples disent qu'il en a parlé, donc il doit en avoir parlé. Mais de toute façon, il y a en creux, comme on dit en jargon, la place pour cette marge d'indétermination qui ne nomme pas, dans le peu qui nous reste, déclinaison des atomes, mais qui nomme taux F et min, ce qui dépend de nous. Deuxième remarque sur les météores. À proprement parler, dommage pour lui, Marx le prétend en tout cas, à proprement parler, dommage pour lui, Démocrite n'est pas vraiment un philosophe. Les vues astronomiques de Démocrite ne sortent pas du domaine de la réflexion empirique. Il s'occupe bêtement de savoir comment sont disposés les astres dans le ciel. C'est un typique savant. C'est un physicien. En revanche, Épicure, dans sa théorie des météores, tournerait le dos à toute la philosophie grecque en montrant que l'adoration des corps célestes est un culte célébré à tort, par exemple par le dernier Platon, théologie astrale du dernier Platon, voire l'épinomis. Épicure s'opposerait même, je cite Marx, à la conception de tout le peuple grec. Bref, il se révèle ici, encore plus qu'ailleurs, comme un Aufklärer, comme un homme des Lumières de la Grèce. Et il est chanté comme tel par Lucrèce. Et troisième remarque sur les météores, Marx brode à propos des explications multiples, de ces listes d'explications multiples. Je vais d'abord émettre quelques réserves et ensuite dire en quoi il a évidemment mille raisons d'insister sur cette affaire. Mais encore avant, je vais vous lire la maxime fondamentale, je vais vous résumer maxime fondamentale 10 et 11 d'Épicure. Épicure y déclare en substance que si les conjectures, les hypothèses inquiètes au sujet des phénomènes célestes et de la mort, ainsi que l'ignorance des limites que la nature assigne aux désirs et aux douleurs, ne nous tourmentaient pas, si nous n'avions pas, comme dirait l'autre, donc le souci éthique, si vous voulez, le souci du bonheur, alors nous pourrions nous dispenser de faire de la physiologia, c'est-à-dire d'étudier la nature. Alors les réserves que je fais à propos de Marx, c'est à propos des formulations. Par exemple, quand il dit que Épicure, et Marx l'en félicite, procédait avec, citation, une nonchalance sans borne, grenzenlosen, dans l'explication des phénomènes naturels, il a tort, parce que les listes d'explications multiples, lettres à Pitoclès, paragraphes 104 et 115 précisément, se terminent, j'ai dit, ailleurs que dans ces paragraphes, par 1, 2, 3, 4, 5 explications, tu peux même en penser à une 5e, une 6e, et la liste n'est pas exhaustive. Mais paragraphes 104 et 115 de la lettre à Pitoclès, par 2 fois, Marx ajoute que seulement le mythe soit exclu. Ça veut dire que ces listes sont tout de même étroitement balisées. Non seulement toutes les hypothèses doivent être rationnelles, mais elles doivent être conformes à l'atomistique. Donc c'est tout de même pas une nonchalance sans borne.
C'est un indifférentisme très balisé, très relatif, encore une fois, comme le spectre d'antibiotiques. Il y en a 7, je crois, à la disposition des médecins, pas 12, pas 25, et on ne pensera jamais qu'un Dieu gentil pourra guérir votre infection. Au contraire, vas-tu croire que Zeus exerce ses muscles, dit Lucrèce dans le chant 6, lorsqu'il envoie la foudre, par exemple, sur le toit d'un temple où on adore le dieu Zeus lui-même? Ça, c'est une explication impensable et impossible. Il faut ajouter, je n'ai pas le temps de dire pourquoi, mais pour jouer au correcteur des virgules du grand Marx, que, et là je repasse du deuxième étage au premier, du premier au rez-de-chaussée, du rez-de-chaussée aux fondations, comme vous voulez. Je vais à l'étage inférieur, l'étage dogmatique, les thèses absolument sûres. Tout est fait d'atomes et de vide, etc., etc. Il faut ajouter, comme le faisait Boyancé contre Sartre, en se piquant d'une polémique où il damait le pion au grand Sartre, Boyancé qui a écrit un bon Lucrèce et l'épicurisme, presse universitaire de France, 1963, il faut ajouter que la physique n'est pas, aux yeux d'Épicure, vraie parce que libératrice, ce qu'écrit Sartre dans Matérialisme et Révolution. Elle est vraie à l'inverse, pardon, c'est parce qu'elle est vraie à l'inverse qu'elle est libératrice. On est sûr à 100% de certains dogmes, et c'est pour ça qu'on peut être tranquille. Tout étant fait d'atomes et de vide, je peux progresser vers la route du bonheur sans trop d'inquiétude. Marx voit, et je termine là-dessus, et vous n'avez plus qu'à me subir sur la déclinaison, sur le clinamen, Marx voit très bien ce qu'on loupe souvent, fin de la lettre à Hérodote par exemple, qu'Épicure dit « Il y a des choses que tu dois expliquer polakos, avec la méthode des explications multiples, mais il y a des choses, celles de l'étage de base, des fondations, que tu ne peux expliquer que aplos, simplement, absolument. » Pour ce qui est des phénomènes dominants, écrivait Épicure, il n'y a pas d'explication multiple, ni de possibilité qu'il en soit ainsi ou d'une autre manière. Et tout ça concourt, et les explications multiples de l'étage du dessus, et les choses qui s'expliquent d'une seule façon, à éloigner les raisons de l'angoisse, à se débarrasser de la crainte. Marx voit, un peu par projection à l'évidence, dans cette méthode des explications multiples à laquelle j'ai fait allusion, l'âme de la philosophie épicurienne de la nature. Il parle d'absoluité et de liberté de la conscience de soi qui se manifesterait à travers une telle méthode. Il parle d'effondrement de tout ce qui transcende la conscience humaine, etc., en termes évidemment hyper spéculatifs et qui doivent beaucoup au vocabulaire du jeune hegelien qu'il est. Le clinamen, enfin, 3 considérations, remarques, etc. Et là, le mot génial, au cas où vous trouvez que les superlatifs tombent un petit peu vite, pourrait s'appliquer. Parce que Marx va expliquer que bon, cette déclinaison, ça n'est pas seulement une bricole muséologique rigolote dans une philosophie qui est la queue de la comète pensée grecque, mais au contraire, dans ces philosophies qui ont beaucoup plus d'importance qu'on me dit, qui ne sont pas que des philosophies de crise, qui essaient de rendre l'homme un petit peu heureux, ou en tout cas blindé, prêt à encaisser tout ce qui peut lui advenir. Un peu ça, l'ataraxie, l'absence de trouble. Comment être peinard, par gros temps, malgré l'effondrement de tout. Eh bien, dans cette théorie qui n'est pas si mineure que ça, la thèse, la théorie hyper précise, la doctrine de la déclinaison des atomes, ça serait le cœur, alors pas seulement de la philosophie de la nature, mais de toute la philosophie épicurienne, où on ne parle finalement que de déclinaison. Je dis ça en 7 minutes. On peut le faire? On peut le faire. J'abuse. On avait dit 1 heure, mais on a commencé peut-être un peu plus tard, et j'abuse en plus. 3 choses, comme je les annonce depuis longtemps. Marx décrète un petit peu que... Non, pardon. Je résume, donc je panique un peu, je reprends.
Marx d'abord ne cite pas quelque chose dont il ne faut pas être étonné qu'il ne le cite pas, mais qui est fondamental. C'est une inscription qu'on voit en Cappadoce, et dans des livres évidemment, au IIe siècle après Jésus-Christ, 5 siècles après le début de l'école. Ça a duré 7 siècles, ces écoles hellénistiques. Un certain Diogène d'Enanda en Cappadoce, superbe région de la Turquie intérieure, avec des cheminées de fées, des sortes de machins volcaniques roses, qui sont des triangles pointus et au-dessus une sorte de chapeau de champignons, dans lesquels se sont réfugiés des chrétiens à l'époque d'invasion seldjoukide, etc. Bref, un décor somptueux. Dans ce coin-là, il y a des fragments épicuriens qui ont été écrits par un garçon qui avait de l'argent, un certain Diogène d'Enanda. Pas Diogène le Cynique, pas Diogène Laërce, un autre, Diogène d'Enanda. Et il y a entre autres ce passage assez palpitant. Si quelqu'un se servait de la doctrine de Démocrite en affirmant d'une part que les atomes n'ont à cause de leur choc mutuel aucune liberté de mouvement, et que d'autre part toute chose semble se mouvoir nécessairement vers le bas, nous lui dirions, nous les épicuriens, ne sais-tu donc pas, qui que tu sois, que les atomes ont aussi une certaine liberté de mouvement, que Démocrite certes n'a pas découverte, mais qu'Épicure a mise en lumière. Elle consiste en une inclinaison de côté comme il le montre par les phénomènes. Il le montre par les phénomènes, ben, nous bougeons, nous faisons ce qu'on veut, donc il doit bien y avoir un élément de spontanéité dans les éléments premiers. Sinon, on serait, comme dirait l'autre, comme un empire dans un empire. Mais le plus important est ceci, continue Diogène d'Enanda, si on croit à la fatalité, toute admonestation et tout blâme disparaissent, et il ne faudra plus châtier les méchants. Marx ne cite pas ça en 1841 parce qu'on découvre le site en 1847 et qu'il faut attendre les années 1884 et suivantes pour que ces inscriptions épicuriennes soient éditées, dépiautées, éditées et circulent dans les milieux scientifiques. Mais Marx connaît des tas de textes, évidemment, qui parlent de ça dans l'Antiquité, d'autres textes, et il remarque d'abord que tous les méchants, tous ceux d'en face, peut-être à juste titre après tout, mais Marx n'est pas d'accord, on dit que Épicure a cru trouver son salut dans un mensonge. C'est Cicéron, traité De Finibus, livre 1, paragraphe 19, qui dit ça. Le mensonge, c'est le fait que s'apercevant, mais un peu tard, que si tous les atomes étaient poussés de haut en bas, jamais un atome ne pourrait en rencontrer un autre, eh bien Épicure a forgé cette fiction puérile qui consiste à prétendre que les atomes, à un moment indéterminé, en un endroit indéterminé, s'écartent un tant soit peu de la verticale, juste assez pour qu'on puisse dire que leur mouvement s'est trouvé modifié et qu'ils peuvent commencer à se cogner, interagir avec les atomes d'à côté. On est d'accord que c'est un haut niveau de discussion physique, puisque Aristote, dans la physique, avait dit contre Démocrite, qui lui était antérieur, si les atomes se meuvent dans le vide, de toute façon, il n'y a pas de plus lourd qui va rattraper les plus légers dans le vide, donc ils ne se rencontreront jamais. À quoi Lucrèce répond dans le chant 2, sous-entendu, ça n'a jamais existé, puisque depuis toujours, les atomes s'entrechoquent, s'entregigotent, comme dans un mouvement brownien qu'on peut voir en spectateur touriste au Palais de la Découverte, dans un gaz rare, par exemple. Ça gicle de partout, ça bouge de partout, c'est comparable aux poussières que tu vois dans un rayon de soleil qui filtre à travers les volets. Comparaison qui vient de Démocrite et qu'on retrouve chez Lucrèce. Tu vois des poussières, tu ne vois pas des atomes, mais c'est ça la réalité de la matière qu'on ne voit pas. Alors, Lucrèce dit que ça n'a jamais existé, la pluie d'atomes, mais s'il n'y avait pas eu la déclinaison, il y aurait eu la pluie d'atomes, mais ça n'a pas existé parce que les atomes ont ce pouvoir de dévier. Et Belle, qui n'est pas aussi méchant que Cicéron, aussi critique à l'égard d'Épicure et de Lucrèce, loin de là, écrit tout de même dans le même sens, et Marx le cite, Épicure supposa que même au milieu du vide, les atomes déclinaient un peu de la ligne droite, et de là venait la liberté. Remarquons en passant, poursuit Belle, que ce ne fut pas le seul motif qui le porta à inventer ce mouvement de déclinaison, il le fit servir aussi à expliquer la rencontre des atomes. Alors là-dessus, Marx, c'est la troisième fois que je le dis, mais c'était 2 fois au sujet d'une seule chose qui est celle-ci, nous mitonne une sauce qui consiste à dire on nous donne 2 raisons, il y en a forcément une de trop, si les atomes se rencontrent de toute éternité, pourquoi chercher la déclinaison afin de justifier l'existence de la liberté?
Inversement, si c'est pour expliquer la liberté, pourquoi donc chercher à nous dire que si les atomes ne déclinaient pas, rien ne serait agrégé, organisé dans la nature? Et il bricole finalement une contradiction qui n'en est pas une dans les textes, ou en tout cas, si c'en était une, elle est déjà là chez Lucrèce, puisque Lucrèce, qui est quand même un fidèle témoin de ce qui se passait dans l'école épicurienne, nous dit, d'une part, sans clinamen, jamais la nature n'aurait rien créé, Chant 2 vers 216 à 250, il faut bien un principium quodam quod fati foedera rompat, il faut bien un principe qui vienne interrompre les lois du destin. Et puis il nous dit d'autre part, juste à la suite, vers 251 à 293, quand un cheval, si j'ose dire dans les starting blocks, quand on va lever la herse, c'est pas très clair, ou la porte du box dans lequel il est enfermé, ou la herse avant une course, il meurt d'envie de foncer, mais il faut un laps de temps pour que tout se mette en branle, pour que les atomes de son esprit, car ils ont un esprit, une partie rationnelle de l'âme, les bêtes aussi, les animaux aussi, communiquent à son âme, c'est-à-dire les atomes qui sont jusque dans le bout des doigts pour donner la sensibilité. Et puis il y a tous ces atomes qui ont des fonctions seulement corporelles. L'élan qui fait qu'il se met en branle. C'est bizarre comme exemple, c'est pas limpide, on est d'accord, mais c'est ce que dit Lucrèce. Première illustration, cette affaire-là, le fait que ça prend un laps de temps pour qu'il se mette en branle alors qu'il meurt d'envie de bouger, ça prouve qu'il y a quelque chose comme une spontanéité, pas seulement dans le cheval, mais dans les éléments premiers, dans les atomes. Et puis deuxième exemple, ça décoiffe beaucoup plus, à l'époque des médias, si une foule me pousse dans un sens, je peux bander mes muscles, essayer de résister et même essayer de fendre la bise ou la foule en sens inverse. Et ce sont les deux exemples bizarroïdes dont le statut est beaucoup commenté par les interprètes, qui dégagent pas toujours la vérité vraie bien sûr, que Lucrèce invoque dans la deuxième partie de son grand couplet sur la déclinaison. Donc il n'y a pas de contradiction, il y a un alignement, pourquoi pas deux preuves plutôt qu'une, on n'est pas en mathématiques, c'est pas inélégant d'avoir deux arguments solides au lieu d'un seul. Troisième et dernière remarque, développement, chose à dire autour de la déclinaison des épicuriens version Marx. Le jeune hegelien Karl Marx a un souci qui est celui que je vais dire. Le matérialisme mécaniste de Démocrite, à ses yeux, est une conception trop stricte, trop plate, trop dépourvue de contradictions, de subjectivité, de liberté. L'atome de Démocrite se cantonne dans son rôle d'élément matériel. Marx entend au contraire de ça, je prends l'expression à Jean-Marc Gabaud, dialectiser l'atome épicurien, une manière de dire l'hégélianiser, en faire son affaire. Bien plus qu'aux impossibilités physiques et cosmogoniques, cosmogonie, la formation des mondes, bien plus qu'aux impossibilités physiques et cosmogoniques qu'elle a pour fonction de lever, d'après la première partie de l'exposé de Lucrèce, c'est au dépassement de la matérialité des atomes que Marx prétend faire servir la déclinaison d'Épicure. Démocrite n'aurait jamais connu que l'existence matérielle de l'atome, je crois que c'est vrai, mais pour Épicure, je crois que c'est vrai aussi, tandis que chez Épicure, ce serait l'office de la déclinaison que de rendre manifeste, je cite, la contradiction inhérente au concept de l'atome. L'atome est défini comme un point spatial par Marx, très discutable, parce que c'est surtout pas un point géométrique, ça a une épaisseur physique, c'est une unité volumétrique en 3 dimensions. Il est purement déterminé par l'espace aussi longtemps que son mouvement est une ligne droite. Il tombe de haut en bas. Alors son existence, dit Marx, est une pure existence matérielle. Par conséquent, le mouvement de la chute est celui de la non-autonomie. Unselbständigkeit. Or, si la matérialité est représentée par la ligne droite, la déclinaison de la ligne droite, par rapport à la ligne droite, représenterait nécessairement quant à elle, je cite, sa détermination formelle. Formbestimmung. La déclinaison est ainsi repérable comme, dit Marx, ce quelque chose qui peut lutter et résister, etc., etc. Dans la répulsion des atomes, dans les chocs et le rejaillissement en arrière, ce serait donc la matérialité qui a été posée dans la chute en ligne droite
et la détermination formelle qui est posée dans la déclinaison qui serait synthétiquement unie. Et on a fait une triade hegelienne. Déviation et chute en ligne droite seraient les moments d'une triade dialectique dont les chocs constituent la synthèse. Alors, je ne sais pas si vous pensez fumeux alors que j'ai dit génial, c'est pas grave, c'est là que je trouve très fort, génial je ne sais pas. Marx généralise en disant, dans le fond, cette théorie, c'est quoi? C'est une théorie qui exprime, la théorie de la déclinaison des atomes, la loi Gesetz, qui traverse toute la philosophie d'Épicure. Le but de l'action est l'acte de s'abstraire, de dévier de la douleur et du trouble. C'est l'ataraxie, être exempt de trouble, tarakos. Le bien, dans l'épicurisme, c'est la fuite devant le mal, et le plaisir est la déviation de la peine. Par exemple, maxime fondamentale 3. Le maximum du plaisir, tu l'atteins quand tu as éliminé toute douleur en toi. Les dieux dévient du monde dans cette philosophie. Ils ne sont pas dans le monde, ils ne s'en occupent pas en plus. Ils sont situés dans les intermondes. Intermundia, disent les sources latines. Métacosmia, disent les sources grecques. L'atome, autrement dit, pour revenir à lui, dévie de sa présupposition. De la même façon, toute la philosophie épicurienne, écrit Marx, dévie de ses présuppositions. Ainsi, par exemple, le plaisir n'est que la déviation hors de la douleur. Je commence à citer les mêmes choses. Le Dieu dévie du monde, le monde n'est pas pour lui, et c'est pour cela qu'il est Dieu. On a l'amorce d'une généralisation du même genre à propos de la répulsion, autrement dit des chocs. Un peu comme Jean-Jacques dit que les passions sociales s'aiguisent à proportion que les intérêts se croisent, ben les épicuriens auraient parlé métaphoriquement des chocs, de la répulsion, quand ils parlent du contrat. Vous savez que c'est les premiers à parler de contrat social, synthéqué. Ce sont des atomes égoïstes, même si on est dans l'univers grec de pensée, pas dans l'univers bourgeois du XVIe siècle. Ce sont tout de même des atomes humains qui ont passé des accords pour éviter de se nuire mutuellement. L'origine de la société. Et l'amitié elle-même, dit Marx, c'est somme toute une forme de la répulsion. Je ne pense évidemment pas qu'il pense à la relation entre amis, mais il pense plutôt au fait, et je reviens à sa première giclée, si j'ose dire, de comparaison, les amis déclinent de la cité. Le jardin d'Épicure, des archéologues ont discuté inutilement pendant des années, ne peut pas se situer dans Athènes. On s'abstient de faire de la politique vu ce que ça donne à cette époque, à peu près aussi catastrophifiante à regarder que celle d'aujourd'hui. Donc les épicuriens sont accusés, un peu comme les hippies des années 70, par le bon Plutarque, d'être des parasites qui vivent à l'extérieur de la grande cité, qui viennent faire des tours, prendre ce dont ils ont besoin, mais comme dira Sénèque, c'est une philosophie qui quem extra civitatem posuit. Elle a posé le citoyen en dehors de la cité. C'est des antisociaux, antisociales. Alors le groupe d'amis, par rapport à la foule, là oui, il y a de la répulsion. C'est en ce sens que Marx doit dire. C'est un peu comme la répulsion, cette histoire-là. Les épicuriens, il y a un texte qui nous dit « les sages n'auraient pas besoin de lois ». Les lois sont là pour protéger les sages contre la méchanceté de la foule. On ne peut pas vous mettre tout nu sans qu'il ne se passe rien, normalement, tant qu'il reste un petit bout d'état. Ça nous console. J'ai vraiment fini de finir en vous disant que vous avez évidemment, si on fait une recension dans les textes qui suivent, des mentions d'atomes. Vous connaissez bien sûr la Déclaration française des droits de l'homme, 91, 89, préambule de la Constitution de 91, et ça ressurgit même dans la Déclaration de 93, d'époque robespierriste, etc. Elle délimite les libertés comme on délimite les champs par des palissades. Elle ne pense qu'à la monade isolée repliée sur elle-même, dit Marx. Dans la Sainte Famille, vous avez des textes aussi sur l'individu atome de la société bourgeoise. Et dans une conclusion dont je vous fais grâce, j'essaie de mettre en relation rapidement ces bouts de texte avec ce dont on vient de parler. Mais comme dirait celui qui se rend compte qu'il a parlé énormément, il est temps que je me taise. Merci de votre attention.
selon laquelle Démocrite riait toujours, qui a été reprise par La Fontaine dans sa fable Démocrite et les Abdéritains. Il s'avère qu'il rit de la folie des hommes. Et Gabaud, j'avais participé avec lui à une histoire de l'humour. Il n'y a pas tellement de philosophes qui en ont parlé, et ce ne sont pas des philosophes matérialistes, de Kierkegaard à Jean Kelevitch en passant par Bergson. Donc on s'intéressait aux épicuriens, et il y a un recueil qui est paru sur le rire et la folie chez Rivage. Est-ce que vous pouvez dire un mot donc, sur sa conception du rire et de la folie? Thierry, je ne conteste rien de ce que vous avez dit qui était fort intéressant, mais si vous dites qu'on parle peu du rire dans la tradition matérialiste, vous avez dit ça ou non? Vous direz, bon, on parle peu du matérialisme dans pas mal de milieux, mais le que sais-je d'Olivier Bloch, qui s'appelle le matérialisme, rappelle en bonne place la dimension rigolarde, caustique, voire sardonique de la tradition matérialiste. Parce que, ne serait-ce que, on parle souvent de sensualisme, d'utilitarisme, de beaucoup de mots en isme qui ont un cousinage très fréquemment justifié avec le matérialisme, mais on parle moins souvent du nominalisme qui a également partie liée très souvent avec le matérialisme. Si vous dites, comme Épicure, lettre à Hérodote, paragraphe 63, ceux qui parlent de l'âme comme d'un incorporel parlent pour ne rien dire, c'est pas désopilant, je vous le concède, mais déjà, il y a une charge qui peut vite aller vers la dérision. Ceux d'en face manient des bulles, des flatus vocis, comme on dit en latin médiéval, des souffles de voix, des tas de mots qui ne recouvrent rien. Donc, le rire, il faut rire et philosopher, dit Épicure. Je crois que ça veut dire aussi, pas seulement il faut être gai, ça veut dire il faut rire aussi de ceux qu'on critique. Dans un épicurien un peu obscur qui s'appelle Philodème, c'est clair et net, on se moque d'abord librement du disciple dans une sorte de relation à deux qu'on a pu comparer à la relation plutôt que celle du confessionnal, celle de la cure psychanalytique. Il y a le disciple, le maître, et on chambre un peu celui qui est le progressant, comme on dit en charabia, et le rire à l'encontre de ceux d'en face, c'est tout de même archi-classique. Alors j'arrête de répéter, de marteler une unique vérité, c'est quand même au point que il y a le vrai Démocrite historique, 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous parviennent, entre nous, avec les traités médicaux hippocratiques. Un machin, des machins, j'ai commencé au pluriel, des feuilles, qui sont un petit traité nous disant que la ville d'Abdère, qui se trouve du côté Europe, vers la fin de la Thrace grecque, la ville d'Abdère est très inquiète. Elle a son sage, dénommé Démocrite, qui rit tout le temps. Il rit des choses tristes, des choses joyeuses, on comprend, mais aussi des choses tristes. Et il doit déménager, on appelle à la rescousse le grand médecin Hippocrate, qui va venir, qui se munit d'Hellebore, ça peut servir contre la mélancolie, et qui devient très vite le patient de son patient, puisque Démocrite, qui dissèque des tas d'oiseaux, il y a des tas d'oiseaux morts à côté de lui explique qu'il ne rit pas de deux choses, les choses gaies et les choses tristes, mais d'une seule, la folie des hommes. Et il est en train de disséquer des bêtes, pas parce qu'il est fou, mais pour voir quel est le trajet de la bile noire qui provoque la mélancolie, cette sorte de déraillement dû au déraillement très physique de ce charbon immoral qu'est la bile noire. Je suis très très long pour vous dire que le rire démocritique, comme dit quelqu'un de la Renaissance, parce que ça traverse toute l'histoire des idées jusqu'au XVIIIe siècle, cette affaire, on en... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on en entend parler partout, je l'ai déjà dit 3 fois. Le rire démocritique, il est un peu sardonique, etc., mais ce n'est pas celui du Démocrite historique. En clair, on a prêté Corriche, et il s'agit d'un texte qui est vieux de 6 siècles plus tard que la vie du Démocrite historique. C'est né certainement sur un terrain cynique au début de l'Empire romain, au 1er siècle après Jésus-Christ.
Mais enfin, il doit y avoir un rapport. Parce que quand même, on appelait Démocrite le vrai de vrai, à son époque, Gélasinos, le rieur. Donc l'aspect cynico-sardonique, dérision de tout, l'homme n'est que maladie, comme dira un très beau texte qui est dans cette veine-là, qui date du XVIIe siècle, c'est peut-être du surajouté, mais on rigole bien quand on est dans la compagnie de Démocrite, et Démocrite est plutôt un riard, c'est du classique, et ça doit être un peu historique. J'essaie d'abréger en vous disant, vous avez des traces de ça dans le topos qui va se constituer assez vite, chez Juvénal et chez d'autres. Il y en a un qui rit de la folie des hommes et l'autre qui pleure, Démocrite, Héraclite, et ça donne l'essai 1,50 de Montaigne, de Démocritus et d'Héraclitus. Vous avez des mentions dans Rabelais, Juvénal, Sénèque, pas Héraclite, mais Démocrite qui rit tout le temps, vous y avez droit. Chez des tas de gens, c'est partout présent, c'est chez Rubens, c'est dans la peinture, c'est jusque dans l'énorme pavé de Wieland, l'histoire des Abdéritains, au XVIIIe siècle, c'est chez Sébastien Franck qui nous parle d'une sorte de monde carnaval des fous, tout est sans dessous, au XVIe siècle, et puis au XVIIIe siècle ça s'arrête. J'essaie vraiment de ne pas vous faire peur de poser des questions, parce qu'une question avec une réponse de 20 minutes, ça fait toujours peur pour les suivants. Je veux simplement dire deux choses. Stendhal, vous voyez à peu près l'époque, nous dit que son grand-père avait sur sa table de chevet un Horace et les lettres d'Hippocrate. Les lettres d'Hippocrate, c'est ces lettres qu'on appelle pseudo-hippocratiques, qui viennent avec les traités médicaux et qui mettent en scène le Démocrite qui rit toujours. Et qu'on doit faire soigner par Hippocrate, et en fait, Hippocrate se rend compte qu'il est très sain d'esprit, ce Démocrite. Alors ça veut dire que dans les années 1840, un garçon nous dit que son grand-père, il avait ça comme une sorte de Bible à son chevet. Tout le monde connaissait ça. C'est que, comme dit Bloch, et c'est la deuxième et dernière phrase de cette immense fin de réponse, le matérialisme d'Ancien Régime et le matérialisme jusqu'au XIXe siècle, très content, très philanthrope, marxisme, comtisme, ne pense pas que les hommes sont assez sages pour que de proche en proche, tout le monde y puisse arriver au bonheur, à la sagesse et à la libération. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'est plutôt les déniaisés, comme s'appellent les libertins érudits du XVIIe siècle. Des malins, des gens un peu machiavéliens qui savent qu'on mène les troupeaux d'hommes avec la religion et d'autres fariboles, mais qui sont persuadés qu'on n'ira jamais plus loin. Autrement dit, c'est la fin de la fin, c'est promis, un immense optimisme naturaliste dans l'épicurisme est ajusté, et c'est comme ça dans le matérialisme pour l'essentiel jusqu'au XVIIIe siècle, Diderot non compris, un très grand pessimisme anthropologique. Vous avez terminé, en fait, vous parliez des conclusions pour revenir sur Marx, enfin, de quelques conclusions en fait, de Marx à partir de son travail. Vous avez commencé à les aborder, et enfin, moi ça m'aurait intéressé que, en fait, peut-être c'était l'objet de votre dernière partie, mais vous terminez en fait sur ce point, vous avez commencé à parler de la liberté, enfin, vous tirez Marx sur la question de la liberté, ensuite sur la question du contrat social, enfin, en tout cas les épicuriens, mais en fait, en termes, en quoi ça lui sert pour, dans la jeunesse de sa pensée politique, enfin même philosophique en général, est-ce que c'est peut-être ce que vous vouliez faire à la fin, en fait, c'est un prolongement en fait d'une véritable interrogation. Vous pouvez évaluer l'influence des stoïciens sur la pensée de Marx ou l'intérêt que Marx vis-à-vis du matérialisme stoïcien. 37, il y a une phrase de Marx qui a été très souvent relevée et qui se résume à une formule assez paradoxale qui consiste pour Marx à chercher l'idée dans le réel lui-même. Je veux dire que on en parle beaucoup de cette phrase, mais souvent sans expliquer le sens réel de cette phrase, qui contient à mon avis une forte charge anti-kantienne. Je voudrais savoir si on a essayé d'établir un rapport entre cette thèse et cette phrase de Marx qui, en fin de compte, induit tout un programme de recherche qui conduit à sa propre auto-formation. Je peux aux trois questions. La première, oui, j'aurais dû tenir un peu la promesse d'une conclusion qui allait dans le sens que vous indiquez, monsieur. Un peu haletant, me
me suis dit que ce que j'avais dit au départ suffisait, mais ça mérite d'être répété, peut-être même un peu amélioré. J'en fais pas une affaire de religion, mais il est clair que c'était contemporain de mon adolescence, toutes ces difficultés althusériennes, avec l'effet mode qu'avait Althusser, tout le respect qui lui est dû étant sauvegardé, toutes ces difficultés, ah ben oui, on parle tellement de structure que les formes de transition, ça nécessite un chapitre spécial dans Lire le Capital pour enfoncer des portes déjà ouvertes mieux que ça par d'autres avec des bulldozers. Je dirais, bah oui, toute pensée qui est vite étiquetée par les caricaturistes comme moi, comme structuraliste, pour penser à la transition. Pourquoi on change de grammaire? Pourquoi les gens sont dans un certain cadre à une époque et puis ensuite c'est un autre cadre? C'est un problème spécifique à cette manière un peu rigide de penser la structure. Alors, résultat des courses, j'en fais pas une affaire qui me fait me frotter les mains et qui me fait dire, comme je suis content, lui aussi, il est bien obligé de l'admettre, mais enfin, c'est évident que c'est pas pour moi simplement descriptif. C'est évident que Althusser ne pouvait pas ne pas terminer honnêtement sa réflexion en se disant qu'il faut bien tout de même quelque part loger la fameuse marge d'indétermination, matérialisme aléatoire. Donc je ne vous cache pas que moi je trouve que c'est un petit peu comme pas mal de choses autour d'Althusser. C'est en même temps plein d'idées, très intéressant, puis c'est en même temps une sorte d'évidence qu'on a commenté, re-recommenté, alors qu'on est forcé. Je bouge un peu, et je dis un peu du neuf. Quand vous lisez dans les questions fondamentales du marxisme de Plekhanov, mon esprit moins subtil, moins délié qu'Althusser, mais enfin qui est tout de même celui qui introduit le marxisme en Russie, c'est pas rien, et qui fait des tas d'exposés dogmatiques, pré-staliniens, tout ce qu'on veut, mais de connaisseurs sur la généalogie du marxisme. Alors vous lisez par exemple que, bah oui, Marx et Spinoza, c'est absolument le même combat, et d'ailleurs, écrit sans broncher Plekhanov, après tout, les Mahométans, le Fatum Mahometanum, comme disait Leibniz, tout est écrit dans le grand rouleau, ça ne les a pas empêchés de conquérir tout ce qui tournait autour de la Méditerranée au 7e et au 8e siècle. C'est quelque chose fait que le livre vous tombe un peu des mains si vous pensez qu'il s'agit d'une science, ou de quelque chose qui se présente comme une science révolutionnaire, comme une science qui tend, comme on dit en Amérique latine, à conscientiser des gens qui ne sont pas forcément partie prenante au mouvement révolutionnaire spontanément. Bref, on ne sait pas où sont les héros, où sont les traîtres, les affreux. Diogène Denanda, toute admonestation et tout blâme disparaissent. Bref, mon petit reste de spiritualisme et mes petits bras s'agitent quand je lis ce genre de pages, et je trouve tout naturel que Althusser, avec quelques inexactitudes de détail d'ailleurs au sujet de la déclinaison, il croit que les atomes ont vraiment tombé en pluie pendant un moment et qu'enfin la première déclinaison vint. Mais je ne trouve pas étonnant qu'Althusser en vienne à dire, ben oui, il faut admettre qu'il y a quelque chose qui ne soit pas entièrement déterminé, prévu par l'intelligence qui dominerait toute la situation et qui est une sorte de substitut laïque de Dieu. Je pense à l'intelligence de la célèbre phrase de Laplace. Après cette réponse un peu café du commerce, mais qui vous dit au moins ce que j'aurais pu formater, formaliser dans une conclusion en forme. Deuxièmement, l'influence des stoïciens, j'ai envie de dire un peu violemment bof, il est cultivé en philosophie ancienne, donc il connaît, donc il les évoque, mais il va de soi que autant Bloch a raison dans son, que sais-je, sur le matérialisme, de dire qu'il faut bien les prendre. C'est un matérialisme qui nous dit même que les vertus sont des corps, c'est vous dire. Mais en même temps, c'est un matérialisme qui reprend toutes les Freuden, toutes les fariboles, toutes les fadaises de ceux d'en face. Il croit à la divination, il croit à l'hépatoscopie, ce qu'on voit dans les entrailles des animaux. Il pense, qui est quand même plus faible que ce que nous dit la physique atomistique, que tout est continu, autrement dit qu'il n'y a pas de vide. Ces matérialistes continuistes et bizarroïdes que sont les stoïciens. Il croit plus ou moins, sans le dire, un coup oui, un coup non, chez Sénèque, à la survie, à l'immortalité de l'âme, peut-être même à l'immortalité individuelle. Bref, on prend,
L'influence sur Marx, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Troisièmement, c'est pas le problème. Troisièmement, c'est dans la lettre à son père, j'imagine, cette fameuse phrase que vous me rappelez, monsieur, je l'avoue, chercher l'idée dans le réel lui-même. Bah, ici, il est clair qu'il a tendance à tellement chercher l'idée dans le réel matériel de l'atome qu'il essaie de le dialectiser au point de le spiritualiser parfois, mais l'antikantisme, l'anti-scission, être, devoir être, que vous avez rappelé, c'est bien évidemment directement lié à cette phrase. Et je nous réserve des cogitations pour voir comment on pourrait l'allier de façon un petit peu organique à ces affaires de thèse académique que j'ai rappelées. Là, ceux qui ne sont jamais venus au séminaire, il doit y en avoir, voient les titres, c'est évidemment, on n'a pas honte de ce qui s'est passé aujourd'hui, en tout cas j'essaie de ne pas avoir honte, mais ça sera plus politique, plus actuel, je le répète, hein. On parle de Marx, l'esprit et la lettre, là c'est la lettre, bien évidemment la lettre la plus antique. Je dis ça parce que les débats sont évidemment plus vifs quand on parle de la crise économique ou du dernier bon mot du président de la République. Tout à fait la séance, je passe la parole à Jean-Luc. Excusez-moi, comme j'ai fait monsieur calendrier aujourd'hui, je me suis trompé dans le calendrier tout à l'heure parce qu'il y a, sauf s'il y avait un problème, il y aura un changement d'intervenant le 20 novembre. Décidé, j'aurais éteint 3 fois la lumière. Complètement. Belle fin. Donc le 20 novembre, je vous avais dit que ce serait l'historien Serge Volikov sur l'international communisme. Il y a un déplacement, donc Serge Volikov aura le grand honneur de parler à une date qui plaira à certains le 21 janvier, donc le deuxième semestre. Et le 20 novembre, nous aurons donc normalement, sous réserve de confirmation, le géographe américain David Harvey qui viendra présenter le commentaire de Marx au Capital. Et c'est le 19 ou le 20. Bon, vous aurez confirmation par mail si vous avez bien donné le mail. Voilà, ce qui tombe bien, parce que le 21 janvier, le géographe américain sera...